Merci beaucoup, Jacqueline. C'était comme toujours très clair, très pratique. Tout le monde, je pense, a les réponses sur ces questions. Et c'est un plaisir pour moi de donner la parole à M. Samama, qui va nous dire quelle prévention on doit employer en milieu médical. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très impressionné de voir autant de personnes présentes ce matin, et si tôt. Ça veut dire que l'intérêt pour la thrombose augmente, et vous savez que c'est un sujet de très grande actualité avec l'arrivée des nouveaux anticoagulants, etc. Je voudrais en peu de minutes vous rapporter le problème difficile. La bataille est gagnée en milieu chirurgical, mais en milieu médical, quelle prévention, c'est encore très discuté et assez peu utilisé comme on va le voir. Et pourtant, les accidents thromboemboliques en milieu médical sont plus importants ou aussi importants qu'en chirurgie, vous le savez tous, que le fait d'être hospitalisé majore le risque, que le risque, comme l'a bien souligné l'équipe de Brest, est très associé à l'âge au-dessus de 70 ans, qui est tout à fait banal maintenant, et les moyens mécaniques de prévention n'ont pas été bien étudiés, il n'y a pas eu assez d'études. Or, les données épidémiologiques sont très faibles, et en France, nous en avons très peu. On sait seulement que l'embolie pulmonaire mortelle est 3 fois plus fréquente en milieu médical qu'en milieu chirurgical, alors qu'on a une prophylaxie très efficace. Et dans les travaux des J.K. Carr qui ont été présentés au Parlement en Grande-Bretagne, on a bien montré que la mortalité en Grande-Bretagne liée à la maladie thromboembolique est supérieure à la somme due à l'HIV, au cancer du sein, au cancer de la prostate et aux accidents de la voie publique. Bien entendu, ce sont des morts qui frappent plus que celles du vieux cancéreux qui meurt d'embolie pulmonaire, mais quand même, il y a un problème épidémiologique indiscutable. Dans le fardeau de la maladie veineuse thromboembolique, vous connaissez tous l'inconvénient du syndrome post-thrombotique, etc. Ce qu'on n'a pas assez insisté, c'est le fait qui revient et qui a été vu au point de vue statistique, qu'un certain pourcentage, faible quand même, mais très important parce que c'est très grave, va souffrir d'hypertension pulmonaire. Donc, une autre notion qui est apparue pour tout le monde, c'est que la thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire seraient une seule maladie, mais comme le praticien de tous les jours, avec son professionnalisme, l'a toujours vécu, l'embolie pulmonaire, c'est quand même beaucoup plus grave au point de vue mortalité, etc. Et en plus, quand on a fait une embolie pulmonaire, on va récidiver 70% des cas en embolie. Quand on a fait une thrombose veineuse, on va récidiver en thrombose veineuse. Donc la prévention est surtout plus importante encore quand il s'agit d'embolie pulmonaire. Bon, il y a eu 3 études. L'étude Medenox en 1999, l'étude Prevent d'Alain Lezerovitch et l'étude Artemis avec Arextra. Les 3 études ont montré, avec des bons moyens, les 2 premières basées sur la phlébographie bilatérale systématique et la 3e, toutes contrôlées, ont montré la réduction du risque relatif des thromboses veineuses par échodoppler ou vénographique, et on n'a pas un grand nombre de cas symptomatiques, comme vous le savez dans ces études, mais on considère que c'est quand même un critère de jugement très important. Alors, il y a eu des études en milieu de médecine plus nombreuses, mais ça a été repris dans une très belle méta-analyse de Dentali de 2007 et une autre 2008 que je ne vous présenterai pas, qui a repris les études contrôlées, dont la conclusion est simple. Cette fois-ci, on parle d'embolie pulmonaire non mortelle et d'embolie fatale, donc des symptomatiques, et réduction non significative des thromboses veineuses symptomatiques, une légère augmentation du saignement. Donc il conclut quand même que la cause est bien entendue. Il y a, grâce aux antithrombotiques, un bénéfice à faire une prophylaxie chez certains malades médicaux à bien définir. Cette définition, elle a été reprise grâce à des études par la CCP, et il y a une première recommandation générale de dire de ne pas utiliser, de prendre en considération l'insuffisance rénale, etc. Et ça, vous le savez tous, et les HBPM, malheureusement, sont éliminés par voie rénale et donc ne doivent pas être utilisés pour un Cockcroft inférieur à 30. Et les circonstances cliniques à risque élevé
sont bien connus. L'infarctus du myocarde à phase aiguë, mais à ce moment-là, ils sont sous anticoagulants. Ce qui revient dans un dernier article qui vient de paraître, c'est l'insuffisance cardiaque, parfois négligée, qui est une cause de thrombose veineuse bien documentée. Les AVC avec paralysie, quand on fait l'étude de Prével qui l'a confirmé. Bien sûr, le cancer, et surtout le cancer actif. Les malades en unité de soins intensifs, les grands brûlés, d'autres circonstances cliniques à risque sont connues. Et en un mot, en un seul, on connaît les facteurs de risque. Il nous manque deux choses. Le poids de chacun d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas tous le même poids. C'est pas la même chose d'avoir fait une thrombose veineuse profonde déjà que d'avoir une obésité, par exemple, comme risque de thrombose. Et puis ce qu'on n'a pas du tout, c'est les combinaisons obésité plus facteur 5 Leiden contre 5 Leiden seul. Et ça, ça commence à être étudié. Et donc, on espère faire des progrès dans ce sens. En tout cas, les recommandations sont bien connues. On connaît les moyens thérapeutiques à condition de tenir compte de la clairance rénale, à condition de surveiller un peu les plaquettes, il n'y a pas de problème. L'étude Prével, je la cite, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. L'avantage, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas des malades hétérogènes, c'est uniquement des patients qui ont un AVC ischémique prouvé et chez lesquels on a montré que les études avec l'HBPM comparées à la l'HNF, l'énoxaparine a été plus efficace et a permis une réduction sans augmentation du risque. Et on a là tous les exemples, 10% d'accidents thromboemboliques veineux avec la phlébographie, comparé à 18%. C'est des collectifs de 600-700 malades, donc c'est intéressant. Et c'est une étude qui a été publiée dans Lancet, donc qui a bien été critiquée par les reviewers. Un mot juste pour le cancer. Hier, vous en avez entendu parler. J'aime beaucoup cette image parce qu'il n'y a pas que M. Trousseau. Seul, on ne fait rien. Et dans une équipe, on fait beaucoup. Et puis, il avait très bien montré, il a écrit, tous les anglo-saxons citent Trousseau, c'est à peu près le seul médecin français cité dans les lectures. Et on sait très bien l'importance des complications thromboemboliques dans le cancer. Il reste à nos amis oncologues de les prendre en considération. On sait que les conséquences sont nombreuses, qu'il y a une mortalité augmentée quand il y a une thrombose veineuse, que le risque augmente de récidive ou de complications hémorragiques, mais quelquefois ça conduit à interrompre la chimiothérapie, ce qui n'est pas une bonne chose chez ces malades. Le dernier travail que je voudrais signaler, dont nous avons eu connaissance au congrès de l'hématologie à San Francisco, avec les Italiens qui ont comparé la fraxiparine versus placebo chez 150 malades, et l'abstract est sur les sites, bien sûr, de l'hématologie. Il a vraiment montré qu'il y avait, par rapport au groupe placebo, une réduction de presque 50%, de 1% versus 3,9% des accidents de thrombose veineuse et même certains artériels. Donc, il y a un nouveau chapitre là, et Corana, les recommandations de la Société américaine, tout va dans le même sens, et qui consiste à dire qu'il faut que les oncologues s'intéressent à la prophylaxie en milieu médical. Est-ce que ces héparines de bas poids moléculaire qui sont les plus utilisées vont avoir un impact sur la durée de vie ou l'espérance de vie? Plusieurs études sont en cours et la Société américaine d'oncologie dit qu'on peut rentrer des malades dans des études, mais qu'il ne faut pas considérer que cette thérapeutique a fait l'épreuve de son efficacité. Les voyages longue durée, on en a tellement parlé. Encore une fois, c'est un très bel exemple de la force des médias non médicaux vis-à-vis des médias médicaux, qui ont alerté sur les voyages longue durée alors que c'est un risque très faible. Mais enfin, bon, on dirait que chez le malade qui a le plus grand risque, on va proposer une injection isolée d'HBPM avant le départ, c'est ce que dit la CCP, mais avec un niveau d'évidence 2B, c'est-à-dire très faible. Ce qu'on peut rêver, c'est que maintenant, avec les nouvelles pilules anticoagulantes, on remplacera cette injection unique par une pilule. En revanche, l'utilisation d'aspirine, vous savez, n'est pas recommandée dans les voyages de longue durée parce qu'il n'a pas fait la preuve du tout de son accident, même s'il y a eu une étude. Et alors, pour finir, vous dire qu'il y a une étude qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été inspirée par Sanofi Aventis dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Au jour J, on prend tous les malades de l'hôpital et on voit quels sont ceux qui devraient recevoir un traitement parce qu'ils ont un risque thromboembolique, et on trouve 43%. Et vous voyez que ce 43%, il varie peu de l'Algérie, l'Australie, le Bangladesh, jusqu'à les États-Unis ou la France. Mais ce qui est frappant, c'est qu'après, si on voit ceux qui ont fait un traitement,
number one, les Allemands qui ont fait le plus de traitements. Au total, il n'y a que 40% des malades qui devraient être traités qui sont traités, ce qui montre la sous-utilisation. Et bien entendu, on a des exemples qui sont très bien expliqués par les moyens médicaux de certains pays, puisque le dernier dans la liste, c'est le Bangladesh et ici la Thaïlande, et qu'en revanche, l'Allemagne et la France sont très bien placés, mais il y a quand même une sous-utilisation de la prophylaxie. Donc la prophylaxie est efficace, les malades sont à peu près bien définis, mais elle est sous-utilisée parce qu'il y a beaucoup de problèmes encore qui gênent l'utilisation de cette prophylaxie. Dans un travail récent, qui sera le dernier ou à peu près cité, ce qui est intéressant, c'est de montrer que parmi les malades qui viennent à l'hôpital pour se faire hospitaliser pour une thrombose veineuse, on s'aperçoit qu'il y a un nombre non négligeable de malades qui avaient été hospitalisés dans les mois précédents, et même certains dans le mois précédent, et chez lesquels, donc, il n'y a pas été fait de recherche de facteurs de risque. Et c'est pour ça que les alertes électroniques, un papier vient de sortir en Espagne, qui confirme notre travail de décision Matrix, que l'alerte électronique peut améliorer la prise en charge des malades à risque en milieu hospitalier. Il reste le vaste domaine des malades en hôpital. On a conclu avec mon ami Prandoni dans un travail invité par le British Journal d'hématologie avec un système assez simple pour le médecin qui a beaucoup de problèmes à résoudre. Et donc, d'envisager ces malades qui ont une mobilité réduite le recours à la prophylaxie, de bien se poser la question d'emblée, est-ce qu'il y a une contre-indication? Et s'il n'y a pas de contre-indication, d'envisager l'un des moyens thérapeutiques qui ont fait la preuve de leur efficacité, enoxaparine, daltéparine, Arixtra ou UFH pour cela. Et donc, il reste un problème dont je vous montre qu'une seule plaque, c'est la durée. Est-ce qu'après 7 jours, 10 jours, comme dit l'AMM dans le Vidal, il faut continuer? Probablement oui chez certains malades. Et l'étude externe sur plus de 5000 malades l'a montré, mais elle est en cours de rédaction et de publication. Et je terminerai pour dire quand même que ces recommandations qui sont nées de la CCP, il ne faut pas oublier que c'est la CCP qui a été la première au monde à les faire. On peut les copier, on peut les modifier. Elles doivent être ajustées dans chacun des pays, mais il ne s'agit pas de réécrire 100 fois la même chose et surtout d'arriver à des recommandations un peu différentes. Parce que si les recommandations sont hétérogènes, eh bien, les praticiens perdent confiance dans les recommandations. Bien sûr, il est important de faire adhérer les médecins à ces recommandations. Ce n'est pas très facile dans le domaine de la prophylaxie en milieu médical. Et malgré l'évidence fondée sur les preuves, le jugement du médecin reste présent et important. Et il démontre que malheureusement, pour la prophylaxie en milieu médical, le jugement du médecin est plutôt attentiste que d'utiliser d'emblée ce qui est recommandé. On peut espérer que cette sous-utilisation va être corrigée par les anticoagulants plus faciles à utiliser. Dabigatran, qui est déjà en France et qui fait de la publicité dans le dernier quotidien du médecin, et Rivaroxaban, qui sera en France dans 48 heures. Néanmoins, dans beaucoup de pays, on se bat contre cette sous-utilisation. Et l'un des moyens de se battre, comme Mélanie Blum, qui a perdu quelqu'un de proche dans l'embolie pulmonaire et qui est devenue très importante dans ce qui a été créé, la coalition pour prévenir la thrombose, un des moyens, c'est d'alerter aussi l'opinion publique pour leur expliquer une hygiène de vie et les risques encourus, les symptômes, quand faut-il consulter, etc. Et avec Ligue française contre la maladie veineuse thromboembolique qui fait ses débuts, j'espère qu'on participera à ce combat international dans l'intérêt des malades. Informer le malade et le faire prendre part, comme l'a dit tout à l'heure Jacqueline Connard, c'est sorti aussi de la CCP. Le médecin ne décide plus tout seul dans tous les cas, sans parler à son malade du problème posé. Merci.